Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'actu guidounesque. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous réexpliquer un petit peu le concept de cette rubrique. En fait, je vais faire un condensé des actualités que je trouvais intéressantes à traiter mais que malheureusement en individuel, elles n'auraient pas forcément donné de grosses vidéos intéressantes qui n'auraient pas duré très longtemps. Même si certaines auraient pu donner de très bons rage guides, je préfère toutes les condenser, d'en parler en même temps. Au moins ça fait une bonne vidéo un peu plus intéressante et digeste à regarder que se taper des petites vidéos de quelques minutes où je vais juste dire j'aime pas, j'aime, pourquoi, etc. et fin de l'histoire. Donc on commence tout de suite avec le sommaire de cette émission. Et oui, je ne pouvais pas passer à côté de cette actu puisqu'elle est récente. Sur les réseaux sociaux, ça s'est enflammé, tout le monde en a parlé. La cathédrale de Notre-Dame a pris feu, un accident dû à des travaux si je ne m'abuse, et tous les Français apparemment ont été choqués. Le président lui-même et beaucoup de personnes ont demandé à ce que chaque Français agisse, fasse un don même d'1 € symbolique pour aider à la reconstruction de ce monument français. Eh bien, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut reconstruire, ou encore moins ceux qui vont donner le moindre centime. Au bout d'un moment, je n'en ai strictement rien à foutre. C'est comme si j'apprenais que la tour Eiffel s'était écroulée, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Quand je vois qu'il y a des milliards qui ont été récoltés, et tant mieux j'ai envie de dire pour ceux qui veulent vraiment la sauver, mais c'est triste de se dire que ces milliards auraient pu être employés pour des gens qui crèvent, pour de la recherche, pour plein de choses beaucoup plus utiles en mon sens que de sauver un pauvre bâtiment. Ok, c'est un gros monument, ok, il marque les esprits, ok, il y en a qui sont allés régulièrement dans ce bâtiment, passer un bon moment, oui, peut-être plein de choses, mais personnellement pour moi c'est qu'une bâtisse de plus que les autres, et je ne vois pas vraiment l'intérêt de la sauver. Maintenant, si vous voulez faire un don, faites-le. Si vous voulez en parler, faites-le. Regardez, il y a même des JT de plusieurs heures pour nous parler de ce désastre, de cette catastrophe. C'est encore pire que les attentats, apparemment. On en parle. C'est d'une tristesse, je n'en reviens pas. Mais bref, fallait que j'en parle très brièvement pour vous dire que moi, je n'en ai strictement rien à foutre qu'elle ait pris feu. Elle aurait été démolie entièrement. Ça m'aurait rien fait de plus. Cette actualité à elle seule aurait pu faire un très bon rage guide. On va parler de la censure dans le domaine du jeu vidéo. Alors comme vous le savez, ce n'est pas la première fois qu'un jeu est censuré ou qu'un jeu sera censuré à l'avenir. On a l'habitude, nous en Occident, qu'une petite culotte se transforme, ce genre de choses. On sait qu'il y a des pays qui sont plus sévères que d'autres, entre autres l'Australie, je sais qu'ils sont assez frileux dès qu'un jeu est trop violent ou qu'il y a trop de sang, donc ils censurent. Mais là, le souci, c'est qu'on pousse le vice beaucoup trop loin, puisque maintenant, Sony a décidé que sur sa plateforme, tous les jeux qui viendraient à sortir, Sony pourra décider de censurer ou non quelque chose qui ne leur plaît pas. Et pas simplement chez nous en Occident, mais partout dans le monde, même au Japon. Ce qui fait que un jeu comme Devil May Cry 5 qui a osé proposer une scène où on voit une femme dénudée et où on voit ses fesses pendant 2 secondes, et bien Sony s'est offusqué et a décidé de censurer, et on voit un flou à la place des fesses. Et là tu te dis mais ça va beaucoup trop loin, parce qu'encore là on parle de nudité, ce qui peut être compréhensible pour certaines personnes, ça peut choquer et tout, mais bon ça dure 2 secondes, c'est une paire de fesses, c'est un jeu Peggy 18, donc tu sais que c'est quand même un public qui a l'habitude de voir des fesses, c'est pas non plus dramatique. Et le problème c'est que si on commence à flouter ça, est-ce que demain des jeux de baston où on a l'habitude de voir des personnages en tenue sexy, bah maintenant on va flouter, ou on va les habiller un peu plus, on va éviter de mettre des poitrines généreuses, etc. Ou demain on va s'attaquer carrément à la violence, parce que maintenant on veut faire en sorte de censurer trop de violence, trop de sang. On va en arriver là. Et en plus, là c'est Sony qui décide, mais imaginez que ça donne de mauvaises idées à des éditeurs. Parce que beaucoup de développeurs n'ont pas forcément le moyen financier d'éditer leurs jeux par eux-mêmes et donc passent par des maisons d'édition. Et bien peut-être que celle-ci pourrait se dire ah ben écoutez, on veut bien éditer votre jeu, mais malheureusement ça nous plaît pas. Là on voit des nichons, on voit des tétons, il faut censurer ça, sinon on n'édite pas votre jeu. Ça risque d'arriver là. Alors pour l'instant, ce n'est pas le cas, c'est plus un avertissement, mais c'est surtout très inquiétant parce qu'en fait on nous pose la question aujourd'hui, est-ce que les développeurs ont la liberté de proposer le jeu qu'ils souhaitent? Ou alors, ils doivent systématiquement se plier aux règles des consommateurs, des éditeurs ou encore des constructeurs avant de sortir leur jeu. Et ça, c'est pas acceptable. Je l'en avais déjà parlé avec Sekiro et le mode facile avec From Software, mais quand ils proposent un contenu, on doit
s'adapter à ce contenu. C'est pas le jeu qui doit faire l'effort, c'est à nous. Bien sûr que chaque jeu n'est pas destiné à tous les publics. Et bien sûr qu'il y a des jeux qui sont destinés à des publics plus adultes qu'aux enfants. Il y a des jeux qui sont plus enfantins, qui sont plus destinés à eux qu'aux adultes, ce qui est normal, au même titre que des films. C'est pour ça que je fais souvent la comparaison des développeurs et des réalisateurs de films, parce que c'est exactement la même chose. Tu vas pas demander aux réalisateurs des films Saw, ah ben non, il y a trop de sang, c'est trop gore, floute-moi ça, c'est dégueulasse. Bien sûr que non, c'est destiné à un public qui aime ce genre de film. Comme il y a des films qui sont destinés à un public adulte parce qu'il y a du sexe dedans, il y a de l'érotisme, et tu vas pas leur demander de flouter les parties, même si ça existe. Je sais bien que les films japonais, entre autres, ils aiment bien flouter, parce que bon, le sexe et eux, c'est très chelou. Mais voilà. Mais en tout cas, on sait que ce type de film, ou ce type de jeu vidéo, c'est un public averti, un public adulte, qui est visé en général. Et là, pour Devil May Cry 5, cet exemple, c'est un jeu quand même Peggy 18. Nous avons aujourd'hui le système de classification qui permet d'éviter que les enfants ou les parents d'enfants achètent n'importe quoi à leurs bambins. Maintenant, si les parents ne vérifient pas ce qu'ils achètent et que derrière ils viennent à constater que le jeu qu'ils ont payé contient de la violence, de la grossièreté ou de la nudité, c'est eux qui sont responsables. Ils n'ont pas fait attention. Et pourtant, quand même, derrière, t'as Peggy, mais t'as aussi les logos qui vous avertissent quel type de contenu vous allez trouver. Il y a tout pour faire en sorte d'éviter ce genre de problème. Là où à l'époque ça n'existait pas, c'est pour ça que beaucoup de parents achetaient des jeux et parfois ils découvraient que malheureusement le jeu contenait de la violence et tout, et donc ça posait problème. Mais là c'est normal. Mais aujourd'hui il n'y a plus ce système de problème. Et venez pas me dire, oui mais encore quand les enfants partent au cinéma et que le film ne leur est pas destiné, on leur empêche d'aller le voir. Sauf s'ils sont accompagnés encore une fois. Ouais mais enfin je suis désolé. Si ils veulent aller voir un film où il y a un peu de sexe et tout, mais qu'on leur interdit, je vous garantis que sur internet, c'est pas le problème hein, d'aller sur un site de cul, de cliquer. Vous avez 18 ans ? Bien sûr. Voilà, hein, ça n'empêche rien. Le jeu vidéo, bien sûr que quand vous allez dans un magasin, vous voulez acheter un jeu 18+, mais que vous avez 10 ans, on va vous le vendre. Que vous soyez accompagné ou non. Maintenant, encore une fois, normalement, il y a des parents qui doivent surveiller. Il y a des parents qui doivent être responsables de leurs enfants et de ce qu'ils achètent. Donc ce n'est pas le jeu qui doit s'adapter. C'est encore une fois à nous. Et en fait, la Sony pousse la porte à la connerie en disant « Ouais, ben il y a une paire de fesses, on floute. » Bien sûr que, scénaristiquement, cette paire de fesses n'a pas d'importance. C'est plutôt dans l'interprétation qu'on a de la scène. Bien sûr qu'on aurait pu mettre cette femme habillée, on aurait pu ne pas voir ses fesses. Mais en fait, là, il y a toute une histoire. Alors, je ne vais pas spoil, mais il y a toute une histoire, il y a toute une ambiance qui est créée et qui a été réfléchie par des développeurs. Ils ont décidé de la mettre nue. C'est pas anodin, ils l'ont réfléchi. Oui, peut-être que ça aguiche un petit peu l'œil. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en branle ? Le jeu n'est pas... Enfin, c'est pas comme s'il y avait toujours des personnages à poil dans tout le jeu. Le jeu reste du combat, on affronte des démons, c'est gore, c'est violent. Et à un moment, on voit des fesses. Et alors ? Comme dans un jeu de baston, il y a des personnages avec des tenues ultra sexy. T'es pas là en train de te branler. T'es en train de jouer avec le personnage parce que tu l'as trouvé un peu sexy. Ouais, c'est cool, ça flatte l'œil. Et alors ? Encore une fois, c'est des jeux destinés à un certain public. Ce n'est pas destiné à des enfants. Il y a des jeux, certes, plus orientés sexuels, pornographiques. Mais là, encore une fois, c'est des jeux de niche. De niche. Hein ? Et ils sortent pas sur tous les supports. Et ils sortent pas partout dans le monde, et ça n'intéresse pas tout le monde, hein. Sauf que là, on prend un cas à part. Devil May Cry 5, c'est pour moi le meilleur exemple de ce problème-là. Et on aurait pu, à ce moment-là, flouter Nier Automata, parce qu'à un moment, on peut regarder sous la jupe du personnage et on voit sa culotte. Mais on va flouter, là aussi. On va flouter tout et n'importe quoi. On va rhabiller les personnages. Alors par contre, mes chères demoiselles qui vont gueuler, ouais mais c'est toujours les femmes qui sont habillées ultra sexy, qui sont dénudées. En même temps, c'est normal. C'est généralement des hommes qui écrivent les histoires et les hommes qui développent. Il y a très peu de femmes. Il y en a, attention. Mais c'est comme pour les animés, c'est souvent des mecs derrière. Et donc les mecs, pour une grande partie, sont plus intéressés par les femmes, avec des gros boobs ou dénudés, etc. Maintenant, si vous voulez voir plus de mecs dénudés, etc., eh bien écrivez vos histoires. Faites des jeux ou dessinez des animés. Faites ce genre de choses et à ce moment-là, il y aura plus de mecs à poil. Mais en général, ce sont des femmes parce que c'est plus d'hommes qui travaillent derrière. Ah, c'est comme ça, je suis désolé. Et je suis partisan de ceux qui préfèrent voir une femme un petit peu en mode sexy, voire dénudée, qu'un mec. Désolé, je suis un hétéro, je suis comme ça. Mais je comprends qu'il y en a qui préféreraient voir autant d'hommes dénudés que de femmes. Mais en tout cas, il ne faut pas non plus censurer ce genre de choses. Ça n'a pas lieu d'être parce qu'encore une fois, on renie le travail des développeurs. On leur dit tout simplement,
Maintenant, vous n'avez plus le droit de faire ce que vous voulez, vous devez suivre nos lois, et si ça vous plaît pas, bah c'est simple, vos jeux ne sortiront plus sur notre support. Parce qu'en gros, c'est plus ou moins ce qu'est en train de dire Sony. Sony dicte des lois, et si vous voulez que vos jeux sortent sur nos consoles, vous devez vous y plier. Alors heureusement, on a encore Microsoft, on a encore les PC qui évitent ce genre de problème, mais ça pourrait de plus en plus pousser et inciter des éditeurs, etc., à faire en sorte de censurer de plus en plus les jeux. Et moi, je trouve ça dommage. Moi, j'ai encore envie d'avoir des développeurs libres de proposer leur contenu. Comme avec Sekiro, pas de mode facile pour ce jeu, parce que non, c'est un jeu difficile. Et si t'es pas foutu de t'y plier, c'est pas un jeu qui est fait pour toi. Et à ce moment-là, tu passes à un autre jeu. Nous connaissons tous l'avenir du jeu vidéo, la fin du matérialisé pour finir en dématérialisé, et c'est comme ça que voit Google avec son service en streaming Stadia. Beaucoup de gens pensaient que ça allait être une console, mais non, c'est un service de streaming à l'image d'un Netflix. Derrière, on a quand même des grosses pointures qui travaillent. On a quand même Phil Harrison, Jade Raymond, Jack Buser, Greg Canessa ou encore Richard Marks, des gens qui ont travaillé pour PlayStation, Microsoft, Ubisoft, bref, des grosses pointures dans le domaine du jeu vidéo. Et il faut savoir que Google a pas mal de sponsors et de gens qui vraiment sont très intéressés. On a encore Unreal Engine, Ikinema, on a du Unity, bref, on a pas mal de gros studios, de développeurs et tout qui sont vraiment très intéressés, puisqu'après tout, c'est ça l'avenir du jeu vidéo. Maintenant, il faut savoir qu'ils ne sont pas les leaders du marché, ils ne sont pas les premiers à tenter cette expérience, puisqu'avant eux, il y avait Nvidia avec leur Shadow, même si là, c'était différent, puisqu'en gros, on louait un PC virtuel. Alors que là, on va avoir en fait un compte, on va s'acheter un compte, on va s'abonner à un catalogue de jeux qui va grossir au fur et à mesure du temps, et une fois qu'on va s'abonner, à tout moment avec un portable, avec une tablette, en se connectant à son compte, on va pouvoir jouer à n'importe quel jeu. Le problème, c'est que ça soit Stadia ou le Shadow de Nvidia, que les gens qui ont été sponsorisés, les influenceurs, ont tendance à éviter de parler de l'aspect négatif de ces services. Pourquoi ? Il n'y en a qu'un, et c'est peut-être celui qui peut poser le plus de problèmes. Il vous faut une connexion de port. Mais alors quand je dis de port, c'est de port. Parce que là, en gros, le catalogue de jeux qui va être fourni, vous allez pouvoir y jouer instantanément, n'importe où, grâce à votre compte, grâce à votre abonnement, et en 1080p 60 fps minimum, et après bien sûr en 4K 60 fps. Le problème, c'est qu'imaginez une connexion afficher ce taux d'image, sans qu'il y ait de latence. Il vous faut une connexion de port. Aujourd'hui, très peu de gens ont une telle connexion. Oui, effectivement, tous les influenceurs et tous ceux qui ont été sponsorisés par Nvidia pour parler du Shadow avaient une très grosse connexion. C'est pour ça qu'à chaque fois, ils vous disaient « Nous, ça marche très très bien, regardez, là, je vous fais tourner. Regardez, je suis en train de streamer un jeu en 1080p 60 fps alors que le PC n'est pas chez moi. Il est dans un serveur. Et ouais, je paye un PC virtuellement. C'est juste incroyable. Ouais, Kiki, juste dis-moi ta connexion, parce que moi, si je fais exactement la même chose, je vais tellement laguer du cul que les images vont être en mode saccade. Je vais jouer plutôt à Tetris. Et c'est une réalité, il vous faut une connexion énorme. Et encore, là, je parle de jeux solo, mais imaginez si derrière, vous devez rajouter du multijoueur, ou alors que vous voulez streamer en même temps. Il vous faut une trop grosse connexion. Et c'est pour ça que, en fait, Stadia et Shadow vont attirer des gens. Certes, c'est l'avenir du jeu vidéo, puisqu'on s'y prépare de plus en plus, mais actuellement, très peu de gens vont pouvoir vraiment profiter pleinement de ce service-là. Même si le prix sera attractif, parce que Google va pouvoir se le permettre, on risque d'avoir un abonnement peut-être à 20 € par mois, bon c'est peut-être trop cher, un peu moins, mais en gros un abonnement proche de Netflix pour pouvoir jouer en illimité à tous les jeux. Mais derrière, il vous faudra systématiquement une grosse connect, et clairement tout le monde n'en a pas. Maintenant, ça fait fantasmer, ça fait rêver, on sait que Google a les moyens financiers, on sait qu'Nvidia avec son Shadow, ça marche bien, mais ça n'a pas cartonné, c'est des gros concurrents, certes le jeu vidéo va se tourner dans cette voie-là, on sait que d'ailleurs Microsoft ça s'intéresse à cet objectif, puisqu'ils proposent entre autres aujourd'hui leur console à 230 €, je crois, si je m'abuse, bon, on va arrondir à 250, avec une Xbox One S sans lecteur.
Ça veut dire c'est que du dématérialisé. Mais là, la grosse différence, c'est que le jeu, vous allez le télécharger, il sera sur votre console, et du coup, quoi qu'il arrive, que vous ayez une connexion de merde ou non, ça marchera. Sauf que là, quoi qu'il arrive, avec Stadia ou le Shadow de Nvidia, il vous faut la connexion, sinon ça va saccader, sinon ça va laguer, donc votre jeu, vous n'allez pas le savourer pleinement. Comment passer à côté de cette actualité? Le trailer de Star Wars 9 est tombé. Beaucoup de vidéastes ont fait une vidéo en montrant leur réaction par rapport à ce trailer. Je ne vais pas faire pareil parce que ça serait jouer la comédie, puisqu'en fait j'ai découvert la réaction de Durandal par rapport au trailer et je constate effectivement que ça me laisse de marbre. Je m'inquiète énormément. Alors l'épisode 7, je l'ai bien aimé, mais bon, il avait énormément de défauts, mais j'ai réussi à le savourer. L'épisode 8, c'est une merde sans fin. Et là, le problème, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on va se taper la même merde, mais juste qu'on aura mis de la chantilly par-dessus. Alors certes, on retrouve J.J. Abrams derrière, donc on sent que le film va être plus nerveux, ça risque de bien bastonner. Oui, on sait que grâce au trailer, on va voir les décombres de l'étoile de la mort. C'est classe, mais ça arrive beaucoup trop tard, puisque normalement, il aurait dû arriver pour l'épisode 7, donc ça arrive, voilà, tout a été inversé. Oui, on sait que normalement Dark Sidious est de retour. Apparemment c'est officiel. Maintenant, encore une fois, on sait jamais, peut-être que c'est de la pure théorie. C'est pas si déconnant que ça, dans le sens où on sait que le maître de Dark Sidious a vaincu la mort. Donc je pense que Dark Sidious est capable de la vaincre lui aussi. Maintenant, est-ce qu'il va revenir physiquement ? Sauf qu'en fait, pendant des années, il s'est mis reclus pour retrouver sa force parce qu'il a été grièvement blessé ou autre. Ou alors, il a fini comme Yoda et Obi-Wan Kenobi. Il est devenu immortel, donc il s'est transformé en esprit. Et en fait, Rey va rencontrer l'esprit de Dark Sidious, qui est finalement vivant, mais en mode fantôme, parce qu'il a atteint l'immortalité, il a vaincu la mort. Et en gros, Dark Sidious va essayer de la manipuler, ce genre de choses. Et les parents de Rey, c'est ce qu'on attend le plus. Alors il y a beaucoup de gens qui pensent que ça serait les Skywalker. Pour ma part, j'y crois moyen, et honnêtement, je pense pas. Je vois plutôt un twist à la con. Alors peut-être pas Dark Sidious, parce qu'on sait que Dark Sidious serait le père de Anakin. J'ai déjà fait la théorie là-dessus, je vous conseille de regarder la vidéo et vous n'aurez qu'à me dire ce que vous en pensez à ce moment-là. Maintenant, pour moi, je pense plutôt à un truc à la con du genre Qui-Gon. Parce que je vous rappelle que Qui-Gon est supposé être devenu immortel. C'est ce qu'on apprend dans la revanche des Sith à la fin, quand Yoda explique à Obi-Wan qu'il va lui apprendre comment devenir lui aussi immortel. Et apparemment, Qui-Gon serait l'un des premiers Jedi à avoir atteint cette forme d'immortalité. C'est pour ça que j'ai vraiment... Je sens un twist à la con du genre Rey serait la fille de Qui-Gon. Ça a pu aller plus loin, peut-être même que Dark Sidious a procréé Rey. En fait, il y a plein de théories qui peuvent se créer, à voir maintenant. Nous aurons certainement les réponses puisque c'est supposé être le dernier épisode. Maintenant, ce qu'on voit dans les décors, donc on voit qu'il y a pas mal de sable, donc on risque d'avoir un délire comme sur Tatooine. C'est chiant. Au bout d'un moment, les décors, ils peuvent évoluer. Effectivement, quand on voit les débris de l'étoile de la mort avec les vagues, avec le ciel gris, tout, c'est super classe. Là, vraiment, il me tarde de voir des plans là-dessus. J'espère que ça va durer assez longtemps pour savourer, parce que ça a l'air magnifique. On a vu aussi dans le trailer, à un moment, on voit Rey sauter par-dessus un vaisseau avec son sabre laser. Ça m'a fait tellement penser à Andor, quand le jeune Luke Skywalker affronte les speeders, là. Ça m'a fait penser exactement à la même scène, bien sûr différente, mais c'est plus ou moins dans le même délire. En fait, c'est le problème de cette nouvelle trilogie Star Wars, c'est qu'ils ont voulu surfer sur la nostalgie des fans, en reprenant ce qui a un peu marché dans les anciens épisodes. C'est d'ailleurs pour ça que l'épisode 7, c'est exactement ce qu'on a déjà vu à l'époque. C'est pas bon, en fait, de vouloir surfer sur la nostalgie, de vouloir faire exactement ce qui marchait avant. En fait, ce qu'ils auraient dû faire, c'est vraiment créer leur Star Wars, un nouveau Star Wars. Je veux dire, avec l'univers étendu, t'as tellement d'histoires passionnantes qu'on peut retranscrire en film que les 3 épisodes à eux seuls auraient pu être en fait une nouvelle saga. En fait. Mais ils ont préféré continuer et suivre une histoire qui pour moi était finie, même si le fait est qu'on dise ouais, regardez, Dark Sidious est de retour. Oui, c'est pas surprenant en soi, mais ça arrive tellement tard et ça a tellement été mal construit que tu te dis pourquoi en fait. Maintenant, encore une fois, peut-être que c'est une simple théorie, mais vu le rire qu'on entend à la fin du trailer, après, oui, il peut avoir le délire qu'en gros, son esprit habite encore l'étoile de la mort, et qu'en gros, c'est juste ses rires qui... un petit peu comme un fantôme, en gros. Mais...
Moi, je pense qu'ils vont aller très très loin, ça m'inquiète énormément, je pense que ça va juste être de la merde, mais on sait jamais, peut-être qu'il peut avoir une surprise et peut-être qu'on va passer un bon moment. En tout cas, ça sort en cette fin d'année et bien sûr, je serai présent pour en faire la critique. Je ne pouvais clairement pas passer à côté du nouveau personnage d'Overwatch, Baptiste. Alors ça fait plusieurs semaines qu'on peut le jouer, mais moi ça fait que quelques jours, et vraiment pour moi c'est un véritable coup de cœur, parce qu'enfin un héros qui n'est pas pété. Il n'est pas indispensable, ça veut dire que si un Baptiste en face, vous n'avez pas obligé d'en avoir un chez vous. Sa compétence de champ d'immortalité crée de la frustration sur le moment, mais en fait est tellement facile à counter que ça peut être très utile, bien placé, mais si vous le jouez mal, ça ne servira pas à grand chose. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai l'impression que Blizzard a retenu les leçons. Maintenant on sait jamais, peut-être qu'ils vont se foirer sur le prochain personnage, mais on sent que voilà, avec Baptiste ils ont fait en sorte de le tester, ils ont fait en sorte de voir si vraiment c'était pété ou non. Maintenant il n'a pas que des qualités. Pour ma part, son plus gros défaut c'est son ulti qui est très difficile à placer, il dure pas très longtemps et une fois qu'il est placé, il peut pas bouger, et si vos coéquipiers se déplacent, c'est un peu la merde. Alors effectivement, on utilise aujourd'hui une méta de temps en temps avec Baptiste qui a été créée autour de lui, ce qu'ils appellent le bunker. En gros, vous avez Orisa, Bastion et Baptiste. Après, d'autres persos, ça dépend. Il peut y avoir une Diva, un Rod, une Mercy ou une Ana. Mais en gros, voilà, ces trois-là forment une défense quasiment impénétrable, très difficile à réduire en cendres, si on peut dire. Et en fait, c'est à ce moment-là où son ulti est le plus utilisé, puisqu'en gros, tu le mets devant Bastion, et Bastion, il nique tout le monde, parce que ça augmente les dégâts, ça augmente le heal, mais c'est à une puissance phénoménale. Ça veut dire que même un monde sous 1000 HP, avec Bastion qui le mitraille sous l'ult, il le retourne en 2 secondes. C'est violent. Mais voilà, pour moi, en fait, ils auraient pu faire en sorte que cette ulti soit un peu plus pratique et plus fun à jouer. En gros, que Baptiste, quand il l'enclenche, il peut se déplacer avec. En gros, le truc apparaît devant lui et Baptiste se met derrière ses coéquipiers avec l'écran devant lui. Comme ça, il peut mieux les heal. Malheureusement, Baptiste est un peu en arrière et qu'il voit que ses coéquipiers ont besoin d'un énorme heal. Et là, à ce moment-là, il emploie son ulti. Comme ça, il augmente son heal tout en se déplaçant, permettant de sauver ses coéquipiers. Ça n'aurait pas rendu l'ulti plus pété. Sa durée n'aurait pas forcément changé, mais ça aurait rendu le côté pratique. Parce que comme ça, si tu vois qu'un Macri se déplace au dernier moment et que l'ulti, il n'y a plus personne dessus, hop, tu te déplaces avec Macri. Comme ça, tu l'aides à booster ses dégâts pendant un bref instant. Bon, maintenant peut-être que ça aurait rendu la chose plus pétée, à voir s'il n'y aura pas des modifications. On sait que le jeu continue à avoir des nerfs sur certains persos, à avoir des boosts. On sait que Junkrat a encore subi un boost. Bon, j'en voyais pas trop l'intérêt, ils avaient amélioré ses dégâts. Maintenant c'est la vitesse de ses projectiles qui est améliorée de 5%. Bon voilà, il y a Reaper qui a changé aussi, alors là par contre c'est pratique. Reaper il avait 2 moyens de déplacement, en mode fantomatique ça lui permettait de se déplacer plus rapidement, et la téléportation. La téléportation c'était tellement d'un ridicule à chaque fois. Reaper on l'attendait au moment où il se téléportait puis tu le niquais parce qu'il pouvait rien faire tant que sa téléportation n'était pas terminée. Or maintenant il est invincible, ça dure que quelques secondes, donc ça lui permet de pouvoir se déplacer et de survivre, ce qui est plutôt cool. Donc franchement là oui, je trouve que Blizzard s'améliore de plus en plus. Là on a vu, alors attendez hop, parce que je l'ai ouverte vite fait, je ne l'ai pas encore regardé, la nouvelle carte d'escorte, la Havane, qui a l'air assez sympathique. Esthétiquement je trouve les couleurs assez magnifiques. C'est une nouvelle carte d'escorte et ça fait plaisir. J'aime bien le mode d'escorte, parce que c'est vrai que la nouvelle map Paris est pas super fun. Malheureusement, bon, j'aime bien, il y en a qui diront, c'est vrai que la communauté française est la pire, ils ont une map de merde en plus, c'est raccord. On va pas chipoter là-dessus, c'est vrai qu'elle est pas très très fun. À voir ce que va donner la Havane, mais franchement esthétiquement je la trouve assez jolie. Pour moi, Blizzard part dans le bon sens. On a vu que encore des influenceurs et des streamers ont tendance à vraiment essayer de sauver le jeu. Maintenant, c'est vrai qu'encore une fois, là, j'ai fait que quelques parties, j'ai dû faire une vingtaine de parties. Et c'est la merde à jouer, quoi. C'est vraiment la merde, il n'y a que des main DPS. Là, la dernière fois, je suis tombé sur une team full main healer. Ils ne jouaient que healer, ça veut dire qu'ils ne jouaient rien d'autre. Ils ne savaient même pas jouer autre chose. Voilà, il y a encore des trucs à faire. Maintenant, ils sont sur la bonne voie. Pour moi, Baptiste est le premier pavé sur une route qui peut les amener à nouveau à un véritable succès s'ils continuent sur cette voie-là. Maintenant, il faudrait améliorer le contenu parce que là, ils ont proposé le nouvel événement. 3000 les costumes, t'en débloqueras pas. Pour ma part, j'en ai pas débloqué un seul parce que je les ai pas, les 3000. Et surtout, j'ai ouvert 5 coffres, j'ai que des tags.
il faudrait peut-être essayer d'améliorer ça, histoire qu'au moins quand il y a un événement, tu puisses gagner au moins 1 ou 2 costumes, skins, pardon, j'appelle ça des costumes, des skins, mais ça serait sympathique parce qu'ils sont très classe, mais systématiquement t'en débloques pas, ou alors il faut vraiment être très chounard ou dépenser de l'argent. Alors je comprends encore une fois que Activision essaye de les pousser à ce que les gens dépensent, mais quand même, s'il vous plaît, soyez un poil plus généreux, juste au moins pour les skins, parce qu'il y en a, ils sont tellement magnifiques, j'aimerais les avoir, mais je les aurais pas, j'ai pas les 3000 et je vais pas farmer 24 heures sur 24 de l'XP juste pour avoir quelques coffres dont je sais que je vais avoir que des tags ou des emotes et 1 ou 2 skins mais que j'ai déjà, ou alors peut-être qu'à un moment j'en aurai un, mais bon, c'est trop frustrant, donc essayez d'améliorer ça. Maintenant, Baptiste, c'est un gros oui, personnage sympathique, qui fait pas de gros dégâts, hein. De loin il est pas très puissant, de près il fera bien sûr plus de dégâts, il a un gros heal, et en plus l'avantage c'est que son lance-grenade ne le heal pas, pour éviter que ça soit trop pété. Donc ouais, franchement un petit personnage qu'on aurait aimé voir plus souvent, à voir à l'avenir s'il nous propose encore de la qualité. Comme chaque fin d'émission, on va terminer avec la sortie jeux vidéo et ciné, et on commence avec le cinéma et Avengers Endgame qui sort ce mercredi. Donc en gros, nous allons retrouver Thanos et les quelques survivants, puisque celui-ci a déclenché l'apocalypse, si on peut dire, et a décimé plus de 50% de la population, ou même 90%, enfin il reste plus grand monde. Il reste quelques super-héros qui vont tenter tant bien que mal de battre le boss final, si on peut dire. J'espère revoir un Thanos aussi charismatique et aussi exceptionnel, que ça soit sentimentalement parlant, parce que vraiment il était super bien écrit, très différent de ce qu'on voit dans les comics. J'espère retrouver la même chose. On sait que le film va durer un peu plus de 3 heures, ce qui est mine de rien est assez vénère, donc j'espère qu'il y aura pas mal d'actions. Je connais l'histoire plus ou moins, puisque bon, je connais les comics, donc je ne vais pas spoil, mais sachez qu'il risque d'avoir pas mal de patates, il risque d'avoir pas mal de super-héros. On sait que Captain Marvel fera son retour après l'avoir vu dans son premier film, donc là ça fait plaisir, donc on va peut-être la voir un peu plus puissante, ça c'est classe à voir. Il y a des théories qui commencent déjà à pas mal circuler, comme quoi Ant-Man aurait pu tuer Thanos juste en rentrant. Alors il y en a qui parlent dans son anus ou dans son oreille et en s'agrandissant, il explose de l'intérieur, mais comme on sait, tous les super-héros ne tuent pas, hein, voilà. Mais si on aurait été dans l'univers d'ici, peut-être que Ant-Man aurait fait ce genre d'action, ça aurait été très très classe. Deadpool, si Deadpool lui l'aurait fait, mais voilà, en tout cas ça sent le très gros film, très gros budget, de gros acteurs, de gros super-héros. J'espère que les effets spéciaux seront de qualité. J'espère en tout cas qu'on aura une histoire forte, poignante, qu'on aura un final de malade. Après, ça ne termine pas les films Marvel. On sait qu'il y en aura d'autres. On sait que les Avengers en soi ne sont pas terminés, hein, on est d'accord. Mais là, c'est vraiment le final avec Thanos. Là, c'est celui. Est-ce que Thanos va partir, enfin, ou se faire tuer, ou finalement se faire battre, ou au contraire, est-ce qu'il va gagner? Et bien, c'est ce qu'on va découvrir dans ce film. Ça sort mercredi. Et croyez-moi que je vais vous en faire la critique, peut-être pas le jour même, à voir si ça sera le lendemain, mais je l'attends avec énormément d'impatience. Sortie jeux vidéo, on va parler de A Plague Tales Innocence, des éditeurs Focus Home Interactive et en tant que développeur Asobo Studio. Alors pourquoi parler de ce jeu? Parce que déjà esthétiquement il me parle, je trouve vraiment l'univers magnifique, et surtout Asobo Studio, ceux qui ne connaissent pas, c'est un studio bordelais, et du coup ça fait plaisir d'avoir Bordeaux mis en avant, vu que j'en suis un, de bordelais. Je connais le studio parce que je suis déjà allé dans leur bâtiment, alors peut-être qu'ils ont changé depuis, puisqu'en fait les mercredis ils invitaient on pouvait participer à des zones de test. En gros, on pouvait tester leurs jeux, parce qu'il faut savoir qu'ils ont développé des jeux, mais surtout des commandes. En gros, par exemple, Toy Story ou Wall-E, c'est eux, mais c'est des commandes en fait. Ils ont vraiment pas toujours créé leur jeu qu'ils auraient souhaité. Alors, ils ont fait Fuel quand même, un jeu de course qui a pas mal eu de succès, qui a de très bonnes notes. Mais voilà, après, ça restait un jeu un petit peu de niche, là, encore une fois. Mais là, vraiment, ils ont sorti le grand jeu. On sent que graphiquement, ils se sont donné les moyens. Même au niveau du scénario, ça va très très loin, les personnages, le doublage français est vraiment de qualité, pour ça c'est un gros oui. Pour moi c'est vraiment une curiosité. Alors pour l'histoire, grosso merdo, on va suivre Amnesia, qui est une jeune adolescente, et en fait elle va être accompagnée de son jeune frère qui est âgé de 5 ans, je crois, Hugo.
Et malheureusement, ils vont vivre des situations compliquées parce qu'en fait, Hugo est atteint d'une maladie pour l'instant inexplicable, il a de la fièvre et tout. Et l'Inquisition pense qu'en réalité, il est à l'origine de la peste noire, celle qui se propage surtout par le biais des rats. Et c'est d'ailleurs pour ça que le jeu a pas mal marqué les esprits, parce que c'est un jeu très très sombre. Donc en fait l'Inquisition va nous chasser, et l'Inquisition ne risque de tuer et de passer à tabac toute personne qui pourrait avoir des informations. Et en même temps d'essayer de survivre à ça, ils vont devoir survivre aux rats, et on va voir des milliers de rats grouiller tout autour de nous. Et malheureusement, pour, on va dire, s'en défaire, ou en tout cas essayer de se frayer un chemin, on pourra utiliser que le feu, et on n'aura pas toujours une torche à proximité. Donc il va falloir créer des moyens de s'éclairer, créer du feu, ce qui va créer pas mal de puzzles et d'énigmes assez intéressantes. Parfois il va falloir laisser Hugo de côté pour ouvrir une porte, ou pour lui demander d'ouvrir justement un accès, ce genre de choses. Et en fait ça va créer de la tension, ça va nous pousser aussi à nous attacher aux différents protagonistes, donc que ça soit Amnesia ou son frère, mais aussi en même temps de voir un milieu pas forcément connu, parce que bon, on connaît l'histoire, le Moyen-Âge, tout ça, mais la peste noire c'était un grand événement, et donc là c'est vraiment retranscrit de manière assez intéressante, et je trouve la patte esthétique assez grandiose. J'ai eu la chance, parce que je suis abonné à Exerve, donc que je salue, qui est un grand vidéaste, qui est un streamer surtout connu pour avoir fait des guides sur les Dark Souls entre autres. Et il a eu la chance de nous proposer une vidéo de gameplay assez courte, où on peut voir un petit peu le jeu tourner avec le doublage français et tout. Alors c'était en anglais à la base, mais il a mis à un moment le doublage français, et on peut voir que c'est de qualité, mais surtout l'ambiance sonore a l'air vraiment très très pesante, surtout quand on entend les rats grouiller. Alors même si c'est vrai que les rats, parfois on sent que l'animation est un peu space, c'est un petit peu normal. Essayer d'afficher plus de 1000 rats qui grouillent autour de toi, qui bougent en même temps que toi, c'est très compliqué. Et franchement, Asobo Studio n'est pas forcément le studio le plus connu, le plus réputé, qui a un énorme budget. Et pourtant, ils arrivent à nous sortir un très grand jeu. Je ne sais pas si vraiment il sera de qualité du début jusqu'à la fin, j'espère que le scénario va suivre, mais on sent qu'ils se sont vraiment donnés, et je tiens à les saluer, parce qu'encore une fois, un studio bordelais, pour un bordelais, ça fait plaisir qu'ils soient mis en avant. Et donc si vous ne connaissez pas un peu leur travail, n'hésitez pas à regarder. En tout cas, c'est un jeu à suivre. Il sort le 14 mai. Donc si j'ai la chance de pouvoir l'avoir assez rapidement, j'essaierai de vous faire une découverte, et pourquoi pas le gameplay en entier. Je pense pas que j'aurai la chance de l'avoir gratuitement par les studios. Oui, j'essaye de faire de la lèche. S'il vous plaît, je suis bordelais moi aussi, il n'y a pas que Benzaï. Il y a moi aussi, je suis pas connu, mais s'il vous plaît, filez-moi un jeu gratos. Non, je déconne. Je n'hésiterai pas à payer ce jeu parce qu'il le mérite. En tout cas, à voir. Et puis, voilà, hein, l'Inquisition et des rats, la peste noire, 2 enfants qui se retrouvent isolés. Moi, j'ai envie de dire, ça va donner des frissons. Mais avant de conclure cette nouvelle vidéo, je voulais vraiment remercier les nouveaux abonnés. On vient encore d'atteindre un palier, on était à une 60aine d'abonnés, et là on vient d'atteindre 70. Alors ça paraît pas énorme, bien entendu, mais encore une fois, pour moi c'est vraiment exceptionnel, parce que je n'ai pas pour objectif d'atteindre les millions, tout ça. Vraiment, je fais du contenu pour ceux que ça intéresse. Même si j'avais qu'un abonné, je continuerai à produire autant de vidéos, même si là dernièrement il y en a eu un peu moins, mais parce que, comme j'ai dit, en fait l'actu guidounesque me permet vraiment de parler de plein d'actu qui me prendrait que quelques minutes à faire. Vous avez vu, ça dure pas forcément toujours très longtemps, et je veux dire, faire une vidéo de 3 minutes pour vous dire ouais c'était bien, j'en ai rien à foutre, etc., c'est pas super pertinent. Au moins je condense tout, voilà, vous pouvez regarder ce qui vous intéresse par le biais de la chronologie et tout, par le biais de la timeline. Mais c'est plus intéressant comme ça. Mais voilà, pendant presque une semaine, il s'est pas passé grand chose. Même niveau jeu, il n'y a pas eu de jeu qui m'intéressait spécialement. Il y a quand même quelques découvertes que je suis en train de monter et tout, donc ça prend un peu de temps forcément. Mais voilà, je voulais vraiment remercier les nouveaux abonnés, et surtout l'interaction qu'il y a eu avec vous, parce que beaucoup de gens ont commencé à commenter et tout, et ça a de l'importance pour moi. Et de voir juste un simple merci, ou même un désaccord, me dire mais moi je suis pas d'accord avec toi sur ce point de vue et tout, mais je comprends ton point de vue. Pour moi c'est magique, hein. Vraiment c'est incroyable.
je ne recherche pas spécialement le succès. Pour moi, juste un merci, ça veut dire que quelque part, mon travail a eu de l'impact, a eu son importance. Oui, au niveau du montage, des vignettes, tout ça, je suis pas très professionnel, je suis quelqu'un d'assez simple, parce qu'en fait, voilà, l'objectif de cette chaîne, c'est de montrer quelqu'un de simple, qui propose sa vision des choses, ça plaît pas, j'en ai rien à foutre. Le plus important pour moi, c'est d'être sincère avec vous. Là, je suis vraiment sincère quand je dis que j'en ai rien à foutre de Notre-Dame, c'est la réalité. Je cherche pas à me faire mousser, à me faire détester pour faire des vues. Au contraire, c'est ce que je pense sincèrement. Et je serai toujours sincère et honnête avec vous, c'est pour ça que je vous dis un grand merci. Après, je sais qu'on me reproche d'une certaine manière que je fasse pas forcément assez bien ma pub et que je me contente plus de faire du contenu. C'est vrai que niveau pub, je suis pas très doué et en même temps, j'ai du mal à savoir comment vraiment faire mieux en réalité, parce que je veux dire, mon contenu doit parler de lui-même. Si ça intéresse, les gens s'abonneront et s'abonneront. Si ça intéresse pas, ils vont pas s'abonner. Surtout qu'en plus, comme je propose énormément de contenus divers, les gens, peut-être qu'il y en a qui sont intéressés plus que par le cinéma, et s'ils voient qu'il y a aussi du jeu vidéo, vont peut-être pas s'abonner, ce qui est normal, hein, c'est comme ça. Mais bon, moi j'aime faire de tout, donc c'est pour ça que je propose de tout. Et je me vois mal aller sur une vidéo d'un vidéaste très connu et de faire ma pub. Ça se fait pas de toute façon, je le sais, mais je l'aurais jamais fait, même quand ça a été proposé. Il faut savoir qu'il y a entre autres Link the Sun, à un moment il avait proposé sous une vidéo toutes les chaînes pouvaient faire de la publicité gratuitement. Enfin là, il l'autorisait, quoi, alors que normalement il l'autorisait pas, ce qui est normal, mais là il l'autorisait et je l'ai pas fait parce que voilà, je trouve que c'est un peu bizarre de quémander en fait, et c'est pour ça que niveau publicité c'est pas mon gros point fort. Mais bon, voilà, on a gagné quelques abonnés, j'ai eu du retour. Maintenant, si par exemple dans quelques mois on atteint 100 abonnés, pour moi c'est juste exceptionnel. Vous vous rendez pas compte, je veux dire, pendant presque un an j'avais 3-4 abonnés, et les 3-4 abonnés c'était des amis à moi qui regardaient pas spécialement mes vidéos parce qu'ils se sont abonnés pour faire plaisir, du genre s'il a un abonné il sera content. C'était plus dans ce sens là, mais après il y a des gens qui sont restés, qui ont regardé mes vidéos. Je sais qu'il y en a qui se sont pas forcément désabonnés alors qu'ils regardent plus mes vidéos. N'hésitez pas à le faire, hein. Restez pas là à vous abonner pour rien. Ça n'a pas d'importance que j'ai 1000 abonnés ou que 10 abonnés. Comme je l'ai dit, je continuerai à faire mon contenu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous avez des actualités intéressantes que vous voulez que je traite ou que vous voulez que je donne mon point de vue. N'hésitez pas aussi à partager. Voilà, c'est la seule fois où... Et en fin d'année, en général, je vous le demande, n'hésitez pas à le faire si ça vous intéresse, de partager mon contenu, ou à parler de moi à des vidéastes pour peut-être... pour que j'ai la possibilité de débattre avec eux, parce que voilà, là j'ai eu de la chance, et je les remercie encore une fois, Génération Rétro Gaming, des gens qui font des podcasts et qui m'ont convié à participer à 2 podcasts. Et vous voyez, c'est con, mais ça m'a fait tellement plaisir de parler avec d'autres personnes, parce que là je suis tout seul, je parle, mais il n'y a pas de retour. C'est pour ça que c'est ce que je reprochais un petit peu à Julien Chiez. C'est ce mec, il a tout pour réussir, il fait de la merde, hein, on est d'accord. Il peut convier des personnes à débattre, mais il ne le fait jamais. Putain, moi j'aurais la possibilité d'avoir des potes vidéastes comme un Benzaï et tout, et je pense que la plupart des sujets que je traite tout seul, je viendrai à les convier pour parler, pour débattre. Regardez juste le sujet de la censure, je pense que c'est un sujet qui pourrait être intéressant à débattre avec plusieurs personnes, avec plusieurs points de vue. Mais voilà, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à parler de moi. Puis on sait jamais, qui sait, peut-être qu'un jour un streamer, un vidéaste parlera de moi, et puis ça créera du buzz, et qui sait, peut-être qu'on aura plein d'abonnés, et puis on sera encore plus nombreux, on créera une communauté avec un mec qui a un ton condescendant, parce que c'est ce qui fait ma particularité. Je suis un gros connard, mais je l'assume. Je suis sincère et honnête avec vous, et puis voilà. Enfin bon, bref, je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de contenu sur le Guide Killer Show 666. Allez, ciao ciao les amis.